Merci Ludovic. Alors, merci à toute l'équipe du coup Textial et y compris Mehdi Martel pour cette présentation très claire, très intéressante et surtout à forte valeur ajoutée. On a vu que c'était un réel succès au regard des métriques que vous avez communiquées. Mehdi, du coup, on aura 3 points communs avec ma présentation, qui sont donc les piliers que tu as utilisés dans le cadre de la réussite du projet, la date de mise en production, qui est également le 1er octobre pour le projet du conservateur. Donc, je reviendrai dessus avec Thierry juste après. Et les métriques qui sont très, très proches, puisque nous avons, je dirais, à 10% près le même nombre d'exigences, d'anomalies et de cas de test liés aux exigences fonctionnelles. Donc tout de suite, la présentation donc, avec le conservateur. Donc c'était un projet de dématérialisation d'un produit réglementaire en termes de gestion. Donc je vais laisser la parole à Thierry. J'espère que tu es connecté pour la présentation donc, du conservateur et je reprendrai la parole dans 2 petites minutes pour l'entrée dans le concret donc, de la réalisation du projet. Je suis bien connecté. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Thierry Caussade, je suis le directeur des systèmes d'information du conservateur. L'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui avec le cabinet TELIS qui nous accompagne et en particulier Camille, c'est de montrer comment finalement la mise en place des diligences fonctionnelles a permis de sécuriser l'automatisation d'un de nos process métiers clés. Alors pour vous présenter le conservateur en quelques mots, c'est un groupe qui a maintenant un peu plus de 175 ans d'existence puisqu'il a été créé en 1844. C'est un groupe qui est aujourd'hui constitué de 5 sociétés dont le cœur de métier est à la fois de gérer des actifs financiers, de proposer ses produits financiers et surtout et encore de proposer des contrats d'assurance vie, donc de l'épargne, de la prévoyance et de la tontine. On reviendra sur ce dernier produit. En quelques chiffres, sans vous assommer très rapidement, c'est le conservateur, c'est à peu près 9 milliards d'euros d'actifs gérés. C'est un petit peu moins de 600 agents et mandataires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et qui commercialisent les produits du conservateur, et c'est plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc, voilà pour la carte d'identité. Donc, sur le projet, alors le projet qu'on souhaitait vous présenter, alors il est lié en fait à un produit un petit peu particulier dont j'ai rappelé, un produit d'épargne un peu particulier dont j'ai parlé, c'est la tontine, qui a un cycle de vie un peu particulier. Donc la tontine, je pense que peu de monde connaît. Je ne connaissais pas moi avant d'arriver au conservateur. Donc, en quelques mots, la tontine, qu'est-ce que c'est? C'est une association collective d'épargne, donc un produit d'épargne, qui réunit des épargnants qui investissent des fonds en commun avec un horizon de placement qui est déterminé. Donc, les fonds qui sont apportés par les épargnants sont immobilisés pour une durée qui va de 10 à 25 ans, qui correspond, bon an, mal an, à la durée de vie de l'association qui est créée. Au terme de l'association, l'ensemble de l'actif qui a été constitué est réparti entre les bénéficiaires qui sont toujours en vie. Donc cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la répartition. C'est la phase de dissociation de l'association, je vais y arriver, et surtout de paiement des bénéficiaires. Et c'est cette étape-là qu'on voulait vous présenter, c'est cette étape-là qu'on a dû industrialiser. Alors, pourquoi industrialiser cette étape-là? Le constat de départ, c'est que c'était une étape qui était à la fois très manuelle, très peu digitalisé, très papier, et surtout qui avait une très forte saisonnalité. Donc du coup, ce qu'on faisait historiquement pour adresser ce projet, eh bien, on faisait monter des task force de gestionnaires, donc de prestataires externes, et donc ça induit nécessairement quelques problèmes, ça induit des surcoûts, et puis ça induit également des risques opérationnels, puisque finalement, on fait reposer sur un processus métier qui est clé, sur des gestionnaires qui ne sont pas experts, puisque des gestionnaires prestataires. Le dernier point, c'est effectivement, je dis, dispositif très papier, très peu digitalisé. Et donc ça a obligé également l'agent à aller voir en présentiel son client. Et en cette phase de confinement, c'est pas très à la mode. Voilà. Donc, en gros, les enjeux du projet, c'était ça, c'était limiter les coûts, limiter les risques, qu'ils soient opérationnels ou sanitaires. Et également, le dernier aspect important, c'est qu'on doit également adresser une volumétrie croissante constante. Donc, à titre d'illustration, il y a 2 ans, on traitait 9000 contrats. Aujourd'hui, on est plutôt sur 12 000 contrats. Et on va comme ça en augmentant d'année en année. Donc, voilà. En termes de complexité du projet, bon, alors le premier aspect, c'est quelque chose de très banal pour un projet IT, c'est qu'on avait
On avait un planning extrêmement tendu et surtout qui était contraint d'un point de vue réglementaire, donc on ne pouvait pas y déroger. Le deuxième point, c'est qu'on devait intégrer, pour automatiser ce process-là, on devait intégrer de nouvelles briques applicatives et pour ce faire, on devait s'appuyer sur de nouveaux partenaires externes. Donc c'était primordial, capital, de s'appuyer, de bien cadrer le projet, de bien cadrer l'intervention de l'ensemble des participants. Et c'est ce qu'on a fait grâce à la mise en place d'exigences fonctionnelles, pardon. Et c'est ce que va vous présenter maintenant Camille de manière plus détaillée. Merci Thierry. Alors effectivement, je vais vous raconter une petite histoire. Effectivement, l'année 2020 a été compliquée pour tout le monde avec le contexte sanitaire. Des nouvelles priorités ont été données sur le deuxième trimestre et le projet donc de répartition des tontines pour l'année 2021 est arrivé comme une priorité à mettre en œuvre pour le 1er octobre. Donc la priorité est tombée, je dirais, fin juillet, et donc mettre en place de bout en bout une gestion dématérialisée de 12 000 contrats en un mois et une semaine. Je ne vous fais pas un dessin, c'est compliqué. Pour autant, le pilotage des projets par les délais, je pense que ça parle à tout le monde. C'est quelque chose de très compliqué, surtout quand derrière, on a des contraintes réglementaires. Donc, en synthèse, le projet était le suivant. Donc, fin juillet, on reçoit la demande de gérer le projet de répartition tontine pour le 1er octobre. Nous recevons les expressions de besoin des métiers mi-août, je dirais. Et le 15 août n'est pas la période appropriée pour démarrer un projet, surtout sur une phase de conception pour la disponibilité des interlocuteurs, mais également pour la phase de réalisation. Quel était le périmètre applicatif? Donc, effectivement, intégrer une RADLAD, donc un OCR, finalement, qui permet d'automatiser la lecture des pièces d'identité, justificatifs de domicile, etc. C'est un prestataire extérieur avec lequel nous devons apprendre à travailler, nous connecter, nous brancher et également, surtout, réaliser une conception en un temps record. Définir, intégrer le parcours client. Donc, comment permettre à nos clients qui sont en répartition de pouvoir se connecter à une interface, donc à un autre espace client, récupérer leur contrat, communiquer leurs informations, etc. Donc, finalement, redéfinir tout ce parcours. Et enfin, la troisième brique applicative, automatiser et gérer dans le back-office, donc permettre à tous nos gestionnaires de récupérer tout ce que nos clients ont communiqué sur leur contrat actuel pour pouvoir le gérer. Donc, c'est un travail de bout en bout avec un périmètre complexe puisque 3 briques applicatives et surtout toute une digitalisation à mettre en place qui n'était pas le cas aujourd'hui au conservateur. Je parle aujourd'hui donc au mois d'août 2020. Quels étaient les acteurs? Donc, deuxième complexité, des équipes métiers nombreuses, donc le marketing pour la partie espace client, le digital, le juridique pour tous les délais et les contraintes que l'on connaît, la gestion, donc plusieurs gestionnaires auprès de qui on doit récupérer le besoin, quels sont leurs besoins de traitement dans le back-office, les équipes DSI, donc API, front-end, back-end, ainsi que la MOA, donc moi-même, plus une équipe de recetteurs, un routeur, puisque nous avons également le processus papier. On ne doit pas imposer à tous nos clients de dématérialiser la gestion de leur répartition, et donc l'intégrateur pour le prestataire OCR. Les enjeux, je vous les ai cités juste avant, réaliser le projet en un mois, planning non reportable. Et enfin, comment traduire? En 2 semaines de conception, puisque j'avais fixé comme objectif de laisser 3 à 4 semaines pour la complexité du projet, la phase de réalisation. Comment, en moins de 2 semaines, réussir à maîtriser une phase de conception, rapidement comprendre les incohérences et les points de convergence ou les adhérences du projet avec toutes ces équipes. Sur la dernière quinzaine d'août. Comment j'ai travaillé? Donc, Mehdi, je fais appel effectivement à tous les piliers dont tu as fait part tout à l'heure, les bonnes pratiques TELIS. Donc, j'ai travaillé par l'approche par la donnée, c'est-à-dire que j'ai réuni toutes les parties prenantes métiers dans une salle et je me suis approprié les concepts métiers. Qu'est-ce que nous devons manipuler? Les contrats, les tontines, combien, par exemple, une tontine, combien de contrats peut-elle avoir? Est-ce qu'un client peut avoir plusieurs contrats en répartition, etc., etc. Pourquoi? Parce que si vous ne creusez pas tout de suite ces concepts métiers, vous allez arriver sur votre espace client, vous allez juste demander par exemple à votre client de pouvoir sélectionner le contrat dont il a une répartition. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, mais moi j'ai 2 contrats. Le premier flou, c'est un loupé, première erreur fonctionnelle, alors que par l'approche par la donnée, avec tous les piliers, reformulation, la chasse au flou, etc., ça permettait d'avoir un cadrage, je dirais, quasiment exhaustif. Également progressif. Je ne rentre pas tout de suite dans le détail, je ne demande pas tout de suite la volumétrie, mais par exemple, j'essaie de comprendre tout de suite les premiers concepts métiers.
Et derrière, j'utilise un outil qui me permet de formaliser en automatique ma spécification fonctionnelle. Donc, à la fois, je capture et je formalise en automatique. Donc, rapidement, je vous montre du coup cet outil. Hop. Qui m'a permis du coup, donc c'est un outil qui permet tout simplement de générer une spécification fonctionnelle. Hop, je charge. Donc, je renseigne mes objets métiers pendant ma capture, mon client, ma partie contractualisation. Donc, j'ai ici dans mon modèle conceptuel, en faisant ma capture, le type d'impôt, le bénéficiaire concerné par la tontine, etc. Je renseigne derrière toutes mes cardinalités et mes liens. Donc, je réalise un modèle de données qui permettra à mes équipes de développeurs de pouvoir tout de suite comprendre quels vont être les objets métiers à manipuler. Et derrière, quand je demande la spécification, donc j'ai une génération automatique. Et quand je la télécharge, j'obtiens une SFG où j'ai déjà toute la mise en page de réaliser et également la partie modélisation avec les descriptions littéraires en dessous qui permettent de nouveau à ma MOE de pouvoir s'imprégner, comprendre le sujet immédiatement. Mon modèle fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'un modèle fonctionnel? C'est finalement des briques qui permettent de rattacher des exigences fonctionnelles, donc un besoin. Par exemple, au clic sur le lien « Mes opérations de tontine arrivant à échéance », le client doit accéder sur l'onglet « Tontine arrivant à échéance ». Et ça, en le détaillant et en le découpant avec ce modèle fonctionnel, en rattachant mes exigences, je reviens sur la présentation, j'obtiens une SFG rapide je reviens sur les métriques, 3 heures de capture, 52 pages de SFG avec le modèle conceptuel, le modèle fonctionnel et un schéma toutes les 3 pages. Le schéma toutes les 3 pages est une règle de formalisation qui permet finalement à la personne qui va lire de rapidement avoir en synthèse ce dont il s'agit, donc toutes les 3 pages. Et donc, c'est un récap et c'est, je pense, un bon moyen de compréhension d'une spec, enfin d'un livrable. 110 exigences fonctionnelles, mais dit de nouveau, nos métriques sont très proches. Et donc, une SFG avec le modèle de données, le modèle fonctionnel et les exigences. J'ai pu livrer donc un document complet début septembre à l'équipe MOE. J'ai fait valider de façon interactive avec toutes les parties prenantes, toutes les exigences fonctionnelles qui étaient dedans, permettant de me garantir de l'exhaustivité de mon besoin. Il n'y avait pas de flou. Et derrière, ça garantit également aux conservateurs, puisque ce projet de tontine a lieu tous les ans, d'avoir une traçabilité et un historique. Donc, c'est, je dirais, un investissement pérenne de réaliser un livrable avec cette exhaustivité du besoin pour les années à venir. Une fois que donc, le livrable a été réalisé, idem, méthode de pilotage TELIS avec beaucoup de transparence, un reporting envoyé donc, tous les 2 jours, un fonctionnement, je dirais, en agile malgré une phase de conception cycle en V, donc c'était effectivement une méthode un peu hybride. Et en retour sur investissement, on peut conclure d'une réduction de traitement de 55% des équipes du bac. Pourquoi? Parce que nous avons réussi, en fait, avec ce livrable et la phase de réalisation, à livrer le projet le 1er octobre. Je vais vous montrer également un autre livrable qui est en fait l'export des exigences permettant d'aboutir à un cahier de recettes en automatique si jamais vous n'avez pas le temps en fait de renseigner. Un cahier de recettes, c'est un livrable, c'est un impératif avant de lancer votre phase de test. Et du coup, en ayant réalisé un export de mes exigences, j'ai un cahier de recettes tout prêt avec mes niveaux, mes exigences et mes sous-exigences dont vous ont parlé Mehdi tout à l'heure et l'équipe Texial. Une fois que ce cahier de recettes était réalisé, l'équipe de recetteurs était dessus, des itérations 2 fois par semaine, donc comme je vous le disais, une méthode un peu hybride, un peu d'agile, un peu de cycle en V. Parfois, on n'a pas le choix. Donc, c'est le parti pris que j'ai décidé d'avoir pour ce projet. Et du coup, le 1er octobre, nous avons ouvert nos services à nos 12 000 clients et si je puis dire, après un mois de Rex, ce premier jalon s'est plutôt bien passé. Donc, je vais passer plutôt la parole à Thierry pour qu'on puisse faire la conclusion ensemble, en espérant que du coup, vous ayez bien compris que cette partie projet tontine vous a intéressé. Okay. Merci Camille pour cette présentation et pour ce projet. Effectivement, les facteurs clés de succès donc, du projet, c'est premier élément, c'est la capacité à bien capturer les besoins et à les traduire en exigences fonctionnelles. Ça, c'est ce qui a été fait. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'était la capacité à avoir rapidement une SFG. Donc, l'utilisation de l'outil, ça a été un vrai accélérateur et ça nous a permis finalement
d'avoir une spec dans un délai extrêmement, record. Et cette spec-là, ça nous a permis quoi? Le bénéfice à amener, c'est finalement à l'ensemble des équipes de parler le même langage. Et donc, effectivement, c'est là où on parle de proactivité d'équipe fédérée, puisque finalement, tout le monde est au clair sur les besoins et sur ce qu'il a à faire sur l'ensemble des éléments. Sur l'aspect bénéfice projet, bien entendu, faire le projet un mois, c'était pas gagné. Donc, on a tenu ces délais-là, donc c'était extrêmement important. Et investissement long terme, je partage complètement ce que tu as présenté parce que finalement, on a souvent on va dire des process qui sont récurrents et qui sont souvent mal documentés. Et dès lors qu'on doit les transformer, eh bien, on manque de documentation. Donc, cette documentation, c'est effectivement, moi, je considère c'est un investissement long terme. De la même manière que les exigences qu'on a injectées derrière dans des cahiers de recettes qu'on peut réutiliser de manière récurrente, ça, c'est un investissement long terme. Parce que tu voulais compléter, Camille. Je dirais que ma plus grande satisfaction, c'est d'une part d'avoir fait ce que j'écris un win-win, c'est-à-dire qu'on a permis aux clients, malgré le contexte, de pouvoir réaliser leur répartition, de communiquer toutes leurs informations, etc. Je dirais moins de stress et vraiment, je pense que les liens se sont clairement améliorés, même s'ils étaient déjà très bons avec les parties prenantes. Pourquoi? Parce que gérer un projet en un mois avec 8 équipes, une cinquantaine de personnes, c'est anxiogène, c'est un contexte compliqué, etc. Et pour autant, tout le monde était très satisfait le jour de la mise en production. Donc, je dirais que c'est un réel win-win. Et j'étais vraiment très satisfaite de ça. D'ailleurs, les personnes qui s'occuperont de la répartition à venir, je leur souhaite vraiment que ça se passe comme ça parce que c'est que du plaisir lorsque la phase de cadrage est réalisée et que ça se passe bien, que la phase de réalisation, il n'y a pas de flou, pas de doute sur ce qu'il y a à faire, la phase de recette et la mise en production sont également cadrées de la même manière. C'est vraiment super comme expérience humaine et professionnelle. Je partage. Merci. Très bien. Alors, je ne sais pas si l'équipe Texial ou Raphaël souhaite ajouter quelque chose. Sinon, on peut passer directement aux questions. Il est 12h01 et bravo. Je crois que nous avons respecté le délai, le temps de parole.